Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Salut la créative! Je suis super heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode et cette nouvelle année. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Lamarre, spécialiste en storytelling et en processus créatif. Il va nous expliquer les 5 erreurs à éviter quand on construit son storytelling et bien sûr, comment les éviter. Cet épisode est une masterclass, alors je te conseille vraiment de te munir d'un carnet et d'un stylo pour ne rien oublier, ne rien rater. Et écoute bien jusqu'au bout parce que Guillaume remet en question pas mal d'idées reçues et des pratiques assez courantes. Et tu vas voir, ça secoue. Alors tu es prête ? C'est parti pour un épisode créatif. Bonjour Guillaume, bienvenue dans le podcast des créatives. Est-ce que tout va bien ? Tout va bien, merci beaucoup Carole de m'accueillir ici. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Moi je suis honorée de pouvoir parler de storytelling avec toi, qui est un des grands spécialistes français du sujet. Ton livre L'art du storytelling fait partie de mes livres de chevet, donc je suis ravie que tu puisses partager avec nous toutes tes connaissances sur le sujet. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc moi j'ai été directeur artistique pendant 15 ans dans un groupe de presse, donc je m'occupais de stratégie de contenu, que ce soit numérique ou que ce soit print évidemment. Je m'occupais aussi de leur communication, donc qu'elle soit corporate ou qu'elle soit produit. Depuis 10 ans maintenant, je suis indépendant. Je travaille sur 2 sujets. Le premier sujet, donc tu viens de le dire, c'est ce qu'on appelle la communication narrative, le storytelling. Et puis mon deuxième sujet de prédilection, c'est tout ce qui tourne autour du management de la création et de la créativité. Donc j'ai écrit un certain nombre de livres sur le sujet, comme tu viens de le dire. J'ai écrit La Voix du créatif, qui est un livre qui explique comment utiliser sa créativité d'une façon professionnelle. J'ai écrit L'art du storytelling et je suis en train de travailler sur la nouvelle édition de cet ouvrage-là, qui devrait sortir normalement en 2024. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Festin. J'ai eu la chance de rencontrer 10 grands chefs cuisiniers et j'ai essayé de montrer à travers leurs portraits et des recettes qui sont tous des recettes de cuisine, comment leur façon de faire, comment leur façon d'inventer, comment leur façon de se ressourcer et de raconter aussi pouvaient tous et toutes nous inspirer. Puis enfin, mon dernier livre est sorti il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle L'étincelle du créatif et c'est la suite de La Voix du créatif. Je forme aussi des professionnels, des étudiants sur ces sujets-là. J'ai un certain nombre de clients qui sont à la fois des grands comptes et puis aussi des clients indépendants, des entrepreneurs ou pourquoi pas des chefs cuisiniers, des agences de com ou de design, des choses comme ça, pour faire vite. Super, pour faire vite dans tout ton parcours. Et c'est vrai que ça va être vraiment parfait pour le podcast puisque les créatifs, ça s'adresse principalement aux entrepreneurs créatifs. Et donc toi, t'as les 2 facettes, t'as la com, t'as la partie créative et donc du coup, tu vas pouvoir mixer tout ça pour nous donner des bons conseils. J'espère. Donc c'est top. Alors, on va commencer par la question de base. Est-ce que tu peux me donner ta définition du storytelling ? Alors, est-ce que c'est ma définition ou est-ce que c'est la définition ? Alors moi, j'aimerais bien ta définition, c'est-à-dire, il y en a forcément une de base, mais aussi un peu ce que toi, tu y mets. Non, je suis assez d'accord. Donc, un storyteller, au départ, c'est quelqu'un qui sait inventer et raconter une histoire. Un storyteller, c'est Steven Spielberg, Christopher Nolan, Gad Elmaleh, c'est ton oncle au bar mitzvah qui est capable de faire des blagues. C'est un storyteller. Quand on parle de storytelling rapporté à la communication, c'est transmettre un message sous la forme d'un récit. Plutôt que de t'expliquer ce que je fais, plutôt que de te montrer mon produit ou des choses comme ça, je vais raconter quelque chose qui va en faire la démonstration. Voilà, c'est ça le storytelling. C'est un des aspects du storytelling, puisque ça c'est ce que j'appelle l'aspect technique des choses. Et puis après, le storytelling recouvre aussi un aspect beaucoup plus culturel qui va s'associer et s'apparenter au positionnement, donc au positionnement d'une marque, au positionnement d'un professionnel,
et qui est un champ un peu différent, dont on aura peut-être l'occasion de parler aujourd'hui, mais voilà, c'est un peu ça. Donc ça recouvre ces deux aspects. En gros, c'est transmettre un message sous la forme d'un récit, c'est raconter une histoire pour montrer ce qu'on sait faire, ou ce qu'on a fait, ou ce qu'on veut dire. Oui, on va y revenir plus tard, mais donc en effet, ce n'est pas raconter sa vie. Exact. Ça peut l'être, mais on a intérêt à être un bon storyteller. Mais a priori, en communication, c'est pas trop ça, non. Et ça n'est pas non plus, et ça c'est beaucoup plus important, je pense. Enfin, je tiens à le souligner parce que le mot storytelling revient beaucoup en ce moment. Il est souvent à la mode et on apparente souvent ça au mensonge en fait, à la manipulation et au blabla que peuvent nous raconter telle ou telle marque ou tel homme politique ou tel footballeur ou club de foot, j'en sais rien. Mais alors ça peut être ça évidemment, hein, mais comme toute technique de communication, elle a son revers et par définition, on peut l'utiliser à des fins pas très louables. En soi, le storytelling, c'est pas que de la manipulation et c'est pas que un truc un peu sarcastique ou un peu cynique qui prend les gens à l'envers. Oui, bah, c'est un peu la problématique de toute la communication. Tout Exactement. dépend de ce qu'on va en faire derrière. Exactement. Et est-ce que tu peux nous dire du coup en quoi c'est important pour un entrepreneur et particulièrement un entrepreneur créatif de travailler son storytelling? Bah, c'est important pour tout le monde en fait, parce que quand un être humain s'interroge sur la nature des histoires, c'est un peu comme si un poisson s'interrogeait sur la nature de l'eau en fait. On est fait d'histoires, on est tissé d'histoires, et il suffit que je te dise, je vais commencer par te raconter une histoire pour que tu m'écoutes d'une manière différente en fait. Il y avait un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur qui disait à partir du moment où on organise le temps d'une façon narrative, le temps devient temps humain. En fait, le fait de raconter une histoire, ça nous permet de nous emparer des événements extérieurs, de leur donner une signification, et ça permet surtout de toucher notre public d'une façon différente si on le fait bien, évidemment, si on arrive à raconter comme il faut. Et donc, c'est un outil assez puissant. Et puis, le fait de comprendre la puissance narrative des choses qui nous entourent, c'est aussi un outil qui peut nous aider à penser, à innover, à inventer aussi, parce que pour finir, tout est histoire. Et si on reprend les caractéristiques d'une histoire, ou si on essaye d'aller chercher des éléments qu'on va trouver dans un récit qu'on aime bien, bah, ça peut aussi nous donner des pistes pour être en mesure d'inventer soit des solutions, soit des innovations pour demain, soit même tout simplement pour positionner sa marque pour plus tard. Donc voilà, c'est un outil très puissant, et de toute façon, il se déploie quoi qu'il arrive. Donc on a plutôt intérêt à l'utiliser et à l'exploiter pour éviter que ça soit les autres qui collent un récit sur ce que nous on est en train de faire sans qu'on ait la main dessus. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet et c'est un pouvoir très important. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde dit, toutes les marques, beaucoup de professionnels disent qu'ils font du storytelling. J'en connais très peu en réalité, hein, des marques et des professionnels qui font réellement du storytelling, en le sachant et en maîtrisant chacun des aspects, parce que c'est quelque chose qui est très ambitieux, qui est très exigeant et qui est très difficile à faire. Je suis pas sûr d'y arriver, moi, tout le temps. C'est quelque chose qui est assez balèze et en soi, c'est une espèce d'objectif. En tous les cas, on peut avoir cette envie et ce besoin de vouloir offrir à son public et à ses utilisateurs, ses clients, la meilleure des choses. Et la meilleure des choses, c'est d'essayer de leur raconter une histoire la plus cohérente possible et la plus à leur service possible. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui va être de parler des 5 erreurs que tu peux constater le plus souvent sur le storytelling, on peut avoir tendance à se dire, bah, si le storytelling c'est une histoire, ça veut dire que c'est quelque chose d'écrit. Et à partir du moment où on sort de l'écrit, bah, on n'est plus dans du storytelling. Alors que pour moi, en fait, il est partout. Il va être dans l'image, il va être dans le son, il va être dans le texte. Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'on peut travailler un storytelling global, c'est-à-dire un storytelling qui part sur toutes les approches artistiques, on va dire? On a intérêt à être assez balèze pour réussir à faire ça, ou avoir énormément d'argent devant soi pour pouvoir faire travailler des gens dans les différents modes domaines que l'on ne maîtrise pas forcément. Comme tu viens de le dire, Carole, en effet, le storytelling, c'est pas juste un texte écrit, un scénario d'une série ou même une newsletter. Cette notion d'histoire, elle se déploie à peu près partout. Ça peut être juste un visuel, ça peut être 3 cases d'une bande dessinée, ça peut être en effet être un podcast. De toute façon, la forme du récit, elle est tellement, elle se réinvente tellement perpétuellement. Alors évidemment, il existe des piliers qui sont inchangés et inchangeables, mais en soi, ce qui se passe avec l'influence en ce moment, avec le podcast, ce qui peut se passer même avec le jeu vidéo ou des choses comme ça, et puis rien que sur les réseaux sociaux, de toute façon, tout évolue à une telle vitesse que l'on s'aperçoit que les histoires ne se racontent jamais de la même manière, les rythmes changent. Donc je sais pas si je réponds à ta question, mais alors oui, si on a envie, on peut s'amuser à essayer de le créer partout et créer une espèce d'expérience universelle. Moi, ce que je vous conseille, hein, c'est de commencer par le petit bout de la lorgnette, de commencer par le petit bout qui vous parle à vous. Si c'est le visuel, travaillez le visuel et vous pouvez très bien raconter une histoire juste avec un seul visuel ou avec 3 visuels éventuellement. Enfin, je dis 3, ça peut être 5, ça peut être n'importe quoi. Mais en tous les cas, avec une image, on peut raconter une histoire, hein. Il y a des très grands... Robert Doisneau était un storyteller incroyable juste avec une image. Salgado était aussi un storyteller, enfin est un storyteller incroyable aussi.
Il n'y a pas de limite à tout ça. On peut faire de la céramique et raconter une histoire juste avec une céramique en fait. Donc j'ai pas, il y a vraiment pas de limite à ce truc-là. Et ce qui compte, c'est de trouver son moyen d'expression là où on a envie de l'exercer et de voir comment on peut raconter quelque chose en fait à chaque fois. Et il suffit de pas grand-chose en fait. Hein. Il suffit de pas grand-chose. Bon, on va voir ça. En tout cas, c'est bien parce que ça peut aussi rassurer les personnes qui se sentent pas forcément à l'aise avec l'écrit et qui se disent, bah moi, du coup, je pourrais pas en faire parce que je suis pas bonne à l'écrit et je vais pas savoir raconter les Non, choses. non, non. Et en fait, de partir de son mode d'expression le plus naturel et ça peut nous aider déjà à construire quelque chose. Donc, super. Si ça peut rassurer tes auditrices et tes auditeurs, je passe ma vie à former des professionnels au storytelling. C'est pas si souvent que ça que je les forme aux techniques rédactionnelles en fait. Je forme plus souvent à la prise de parole, au pitch ou à argumenter des choix, ses choix créatifs ou des choses comme ça. Pas forcément à écrire une newsletter ou un article de blog. Voilà, c'est pas que ça. C'est pas que Ouais. ça, loin de là. Loin de là. Loin de là, ouais. Bon, et ben alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas pouvoir développer tout ça de manière plus précise avec les 5 erreurs fréquentes que l'on peut faire quand on construit son storytelling. Et évidemment, bah, tu vas nous dire ce qu'on peut faire aussi pour les éviter, les corriger. Donc, erreur numéro 1, ne confonds pas une histoire et ton histoire. Oui, alors ça c'est un grand classique de l'enseignement des techniques du storytelling, c'est que quand on raconte une histoire, on raconte jamais son histoire à soi, on raconte l'histoire de son public. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit en même temps. Ce que ça veut dire en fait, c'est que en gros déjà ne pas confondre le storytelling avec ce qu'on peut voir des fois sur des sites de grandes entreprises ou de choses comme ça, avec notre histoire et avec les différentes dates, avec la fusion, la création, ce genre de choses. Ça peut être ça le storytelling, mais si on ne le résume qu'à ça, c'est une erreur. En tous les cas, c'est limitant. Quand on raconte une histoire, on est dans une démarche d'empathie, en fait. On s'ouvre patiemment aux bonnes raisons des autres. Et l'idée, et ça c'est un truc que je vais répéter tout le long de ton podcast, c'est que on transmet un message sous la forme d'un récit. Et du coup, on est dans une forme de design. Et le design est au service des autres. Donc du coup, ce qui est très intéressant à faire, et l'une des sources pour commencer à raconter une histoire, c'est d'aller chercher les soucis, les obstacles, les résistances que connaissent vos clients, vos publics, et d'essayer de voir quelles sont les histoires qu'on peut raconter et qui vont leur permettre de comprendre que ce que toi tu vas apporter peut les aider à les résoudre, ou en tous les cas va leur permettre de comprendre quelque chose par rapport à leurs soucis et à leurs problèmes. Donc le principe même du storytelling en soi, c'est vraiment, c'est absolument pas se la péter, c'est absolument pas passer son temps à se la raconter. Ça peut être éventuellement de raconter le processus par lequel nous sommes arrivés à telle ou telle solution et par laquelle nous sommes arrivés à pondre ce site internet ou cette nouvelle expérience utilisateur ou cette affiche ou j'en sais rien. Ça peut être ça, mais en soi, en gros, le storytelling, c'est un outil d'éditorialisation. C'est un outil qui va vous permettre de hiérarchiser, de structurer et de formuler votre propos. Donc en gros, vous allez commencer par le hiérarchiser, et pour le hiérarchiser, le meilleur moyen de le faire, c'est de savoir ce qui est important pour votre client ou votre public. Donc à partir de là, autant commencer tout de suite par les problèmes que vous pouvez résoudre pour lui et les problèmes qu'il vous a présentés et les problèmes aussi que vous soupçonnez qu'il serait capable de se présenter à lui. Donc ça, c'est un premier truc, que ça nous aide à hiérarchiser. Ensuite, ça nous permet de structurer notre propos, puisqu'on va lui donner la forme d'une histoire. À partir du moment où on lui donne la forme d'une histoire, on a un message à transmettre et on structure les choses pour amener à une forme de logique narrative pour que notre public la comprenne. J'espère que c'est pas trop abstrait ce que je suis en train de raconter. Et puis enfin, c'est une formulation. C'est une formulation visuelle, c'est une formulation auditive, ça peut être une formulation olfactive, ça peut être n'importe quoi. En tous les cas, c'est je raconte quelque chose, et ça vous permet de comprendre ce que je suis capable de faire. Quand Intermarché fait ses spots, notamment le premier spot où on a une bande d'adolescents qui se baladent dans un supermarché avec l'un d'entre eux qui flash sur une des caissières, enfin une caissière, et qui du coup achète des légumes, qui du coup apprend à cuisiner et qui du coup change sa façon de vivre et sa façon de s'alimenter. Évidemment qu'Intermarché n'est pas en train de nous raconter une histoire comme quoi on peut rencontrer des gens et tomber amoureux dans son supermarché. Ce qu'il est en train de nous raconter en fait, c'est que c'est pas parce que c'est une grande surface qu'on ne peut pas trouver des produits de bonne qualité et qu'on peut pas changer et être dans une alimentation saine par rapport à tout ça. Donc en gros, c'est toujours ce truc-là, et ça vient répondre à une problématique que les clients se posent évidemment par rapport au commerce de proximité, par rapport à l'environnement, par rapport aux producteurs, tout ça. Donc c'est l'histoire d'Intermarché, mais en soi c'est aussi une histoire dans laquelle on peut se reconnaître par rapport à ça. Le plus important dans une histoire, c'est sa valeur d'usage. C'est à quoi elle sert pour nous et elle sert aussi à notre public. Ouais, du coup j'ai 2 questions pour ça, parce que bon bah il y a la grande mode du personal branding, donc où on parle
de soi. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses déjà du personal branding, parce que je te vois grimacer. Non, c'est pas ça. Je Et grimace pas. surtout, comment est-ce que ce que tu viens de dire, on le met quand on fait du personal branding, où forcément on va avoir tendance à parler de soi, mais donc du coup, il faut qu'on parle de soi, mais par rapport aux personnes à qui on s'adresse. Bah oui, c'est exactement ça. Mais en fait, ça rejoint exactement ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que bon, la grande mode du personal branding, en fait, il y a toujours eu du personal branding, hein. Mmh. Depuis le Moyen Âge, il y a du personal branding. Il allait juste un peu moins vite à l'époque que maintenant. Voilà, c'est tout à fait normal qu'en tant que professionnel, surtout si on est des professionnels indépendantes et indépendants, qu'on essaie de se valoriser, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, et que on entretienne, qu'on crée, qu'on développe et qu'on entretienne notre marque personnelle. C'est tout à fait logique. Mm. Mais encore une fois, c'est exactement ce que je viens de dire, Carole. On parle du public auquel on s'adresse. C'est-à-dire que Ouais. même si on parle de soi, même si moi je vous parle évidemment de mon parcours en tant que directeur artistique, bah, il est juste là pour vous démontrer que ce que je suis capable de faire, ça me donne une légitimité par rapport à ce que je suis en train de raconter. En fait, le fait d'avoir été journaliste, de m'être occupé de stratégie de contenu, Mm. ça me permet. Mais en soi, que j'ai fait ça ou autre chose, on s'en fout en fait. Et puis moi, je suis pas là pour me valoriser plus que ça. Je suis juste là pour que vous compreniez que je suis la personne idoine pour vous parler de ça à ce moment présent. Mm. Donc en fait, tout le principe du personal branding, c'est de faire ça, mais d'essayer de le faire au long cours, donc d'essayer de mettre en place, et vous avez carrément intérêt à le faire sur des piliers qui soient à peu près stables, sur des valeurs que vous pensez qui sont claires pour vous, surtout sur un savoir-faire qui est clair pour vous aussi, et du coup, Mm. ça va se faire assez naturellement en fait. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, il s'agit juste d'être en mesure de valoriser ce qu'on fait, et puis de se dire, bah tiens, ça peut montrer que j'apporte ça, et voilà, c'est vraiment ça. Donc je sais pas si je réponds à ta question, mais en tous les cas, ça rejoint exactement ce que je viens de dire Mm. sur l'idée de pas confondre histoire avec son histoire à soi. Ouais. Ça peut rentrer en ligne de compte, mais c'est si elle a seulement une valeur, une utilité par rapport à ce que l'on veut proposer. Ok. Et j'ai une autre question. Oui. J'espère que je vais pas empiéter sur les autres erreurs en te la posant. C'est que tu as parlé beaucoup de problèmes à résoudre par rapport à son public. Et c'est vrai que moi, quand je discute avec des créatives, souvent ce qu'elles me disent, c'est qu'elles ne résolvent pas un problème. C'est vrai que c'est leur création, c'est pas forcément quelque chose déjà en bas de la pyramide de Maslow. Dans le sens, c'est pas des objets de première nécessité, et qu'elles n'ont pas l'impression de résoudre un problème pour les personnes qui pourraient acheter ce qu'elles fabriquent ou ce qu'elles créent, ou voilà. En gros, comment alors là, le truc, c'est que c'est un peu vague. Si par exemple, la dernière fois, je discutais avec une artiste peintre. D'accord. Elle vend ses tableaux, elle fait des tableaux, on va dire un peu sur mesure, c'est mal dit comme ça parce que c'est un peu bizarre. Mais voilà, elle part de l'histoire de la personne qui va lui commander son tableau pour le faire. Donc en fait, elle a pas l'impression de résoudre un problème. Non, mais oui, non, mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, je suis assez réticent juste à dire que c'est de la résolution de problème. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire simplement, c'est que quand on veut raconter une bonne histoire, ce qu'on raconte, c'est avant tout un désir qui est contrarié. C'est-à-dire que quand on raconte une histoire, on raconte l'histoire de quelqu'un ou de quelqu'une qui a envie de faire quelque chose et qu'on empêche de faire quelque chose. D'accord ? Donc la personne qui va commander un tableau à cet artiste-là, elle a un besoin, elle a une envie, elle a un désir, elle a quelque chose qu'elle veut exprimer ou qu'elle veut traduire. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle se tourne vers cette personne-là. Donc oui, en effet, on n'est pas que dans du problème basique, concret, et Dieu merci. En fait, c'est toutes les limites de ce que je suis en train de raconter. Il faut faire très attention à ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Évidemment, il y a une valeur d'usage, il y a aussi une valeur d'image qui rentre en ligne de compte. Et puis, il y a des choses qui sont, notamment quand on parle de l'artistique ou quand on parle de choses comme ça, le storytelling en soi ou la valeur d'usage, elle est vachement plus ténue et elle est beaucoup plus sensorielle. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais évidemment, c'est très limité ce que je viens de dire, et ne le limitez pas qu'à ça, et ne pensez pas. Mais en tous les cas, la morale de mon histoire, là, si je dois avoir une morale sur cette première erreur qu'il faut éviter, c'est avant tout de s'intéresser aux autres en fait. De les écouter, et plutôt que d'essayer de raconter son histoire, essayer de leur voler leurs histoires, essayer d'écouter ce qu'ils disent, essayer d'écouter ce qu'ils vous racontent, et servez-vous de ça pour construire votre façon de vous positionner, votre façon de dire les choses. Donc on oublie cette notion très manichéenne de dire ils ont des problèmes à résoudre et moi j'arrive et je suis un plombier et j'arrive et je vais leur régler leurs problèmes de fuite. C'est pas ça l'idée non plus. C'est juste que plutôt que d'être centré sur soi,
Commencez par observer ce qui se passe autour de vous et commencez à raconter les histoires qui vous entourent. Ouais. Et puis ensuite, vous pourrez revenir à vous et voir comment ça rentre en adéquation avec ce que vous avez entendu. Et c'est très bien parce qu'en plus, tu étais en train de finir cette explication sur une morale. Et donc, on enchaîne avec l'erreur numéro 2, où justement, c'est tu perds ta morale. Oui, donc cette erreur numéro 2, c'est un petit jeu de mots, hein, c'est un truc un peu rigolo, c'est-à-dire que toute bonne histoire a une morale, évidemment. Les fables de La Fontaine avaient des morales, et ce que j'ai dit au tout début sur ma définition du storytelling, c'est le fondamental, c'est-à-dire que c'est transmettre un message sous la forme d'un récit. Ce que je veux dire par là, c'est que il est très important pour chacune et chacun d'entre nous de définir déjà le message que l'on veut transmettre. Que ça soit avant une présentation, que ça soit sur son site internet, que ça soit quand on envoie une newsletter ou quand on crée un podcast. Il faut se poser la question, toute bête, qu'est-ce que je veux dire ? Et il faut l'écrire sur un coin de feuille à un moment, et quitte à ce que ça évolue au fur et à mesure de notre travail, au fur et à mesure de notre évolution, il faut se rester extrêmement ancré sur ce message que l'on veut transmettre. Et en gros, il faut bien comprendre que quand on fait du storytelling, on raconte une histoire qui va faire la démonstration de ce message. Donc en gros, ça c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que moi je travaille avec des dizaines d'organisations différentes, je travaille avec des travailleurs indépendants, avec des chefs, avec tout un tas de personnalités. Ils veulent à chaque fois tous et toutes tout dire. Ils veulent dire qu'ils travaillent avec un tel, qu'ils ont fait tel truc, qu'ils travaillent avec tel produit, qu'en plus ils sont bio, en plus ils sont développement durable, en plus ils sont machin, en plus ils font attention. Enfin, oui, ils veulent tout dire. À part qu'en réalité, la perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer, en fait. Et dans un premier temps, c'est pas moi qui le dis, ça, hein, c'est Saint-Exupéry, mais dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est se dire, ok, c'est quoi le message que je veux transmettre ? Ça ne veut pas dire que vous n'avez qu'un seul message, hein, mais ça veut dire que dans un premier temps, à chaque fois que vous allez vous adresser avec... Vous avez une présentation à faire à un client parce que vous avez travaillé sur son site, ou vous avez fait une créa pour un truc pour lui, une identité graphique, posez-vous la question, avant de commencer votre PowerPoint ou votre Keynote ou je sais pas quoi, ok, qu'est-ce que je veux qu'il retienne ? Qu'est-ce que je veux qu'il sache ? Qu'est-ce que je veux qu'il apprenne ? Et vous le notez dans un coin. Et puis, vous voyez comment ça évolue. Donc, cette morale-là, c'est votre étoile du Nord, en fait. C'est ça qui va vous diriger, c'est ça qui va vous permettre de jamais perdre vos moyens, même quand on vous dira « j'aime pas le violet » ou « j'aime pas le rouge ». En tous les cas, vous savez ce que vous voulez dire. Et c'est normal, on a peur du vide, donc on a tendance à en rajouter des caisses. Et du coup, on complexifie notre discours, on complexifie nos histoires, et forcément, on passe des fois à côté de tout un tas de choses. Donc, posez-vous, écrivez la morale de votre histoire, écrivez ce que vous voulez dire, et puis accrochez-vous. Moi, je le raconte souvent, mais enfin pas à toi en l'occurrence, mais je le raconte souvent. Quand je bloque, quand je dois écrire un article ou quand je dois faire une proposition à un client, c'est souvent j'oublie de le faire, ça. Et ce que je fais, c'est que j'ouvre un fichier notes ou je prends un cahier et je l'écris, en fait. Je dis, attends, calme-toi, Guillaume, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Et je l'écris. Et au début, c'est pas parfait. Au début, c'est pas net, c'est pas bien formulé, c'est pas clean. Mais au fur et à mesure où je travaille, une fois que j'ai calé ça, j'ai une espèce de petite encre là, et je sais vers quoi je peux aller. Du coup, je reconstruis après par rapport à ça. Ça veut pas dire que si vous faites un projet un peu long, un peu ambitieux, il n'y a pas plusieurs morales. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une grande morale pour tout votre projet, et puis ensuite, chaque partie de votre projet a sa propre petite morale. Alors, morale, ça fait un peu judéo-chrétien. En tous les cas, disons plutôt un message essentiel. On utilise le terme journalistique, on transmet un message essentiel. N'oubliez pas, la communication, c'est une science de la relation. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est on met en commun. Et qu'est-ce qu'on met en commun ? On met en commun un message. Et même quand on fait une proposition pour un nouveau logo, même quand on fait des tableaux sur mesure exprimant la personnalité de nos clients, on transmet un message. Et donc ça, il faut à un moment ou à un autre que vous vous posiez et que vous disiez, ok, qu'est-ce que j'ai voulu dire là ? Parce que des fois, c'est à rebours aussi. Hein. Des fois, on crée notre truc, puis on se dit, attends, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Vous l'écrivez. Et comme ça, vous serez clair avec vous-même. Oui. En fait, il y a vraiment un jeu d'aller-retour. Et en plus, ça me fait penser quand tu dis que c'est à rebours, parce que pendant l'été, j'ai fait des épisodes sur l'écriture. Et donc, je me suis replongée dans l'écriture de Stephen King. Bien sûr. Et en fait, lui, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il rédige. Et une fois qu'il a son premier jet, il le relit. Et c'est là où il extrait l'essence même. Et il enlève tout ce qui ne correspond pas à cette fameuse morale que toi t'appelles, morale là. Et c'est exactement ça, ouais. C'est de revenir à l'essentiel. En tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est penser que c'est un processus linéaire, c'est se tromper. Ouais. On aura l'occasion d'en parler dans un prochain épisode sur la créativité. C'est le bazar, en fait. Hein. C'est le bazar, et vouloir appliquer une recette, très bien, c'est très rassurant, mais ça marche une fois, à la rigueur 2, mais très vite, à la 3e, 4e fois, vous allez tomber exactement sur les mêmes idées, sur les mêmes propositions. En réalité, ce qu'il faut accepter, c'est que ça soit complètement imprévu. Du coup, le meilleur moyen pour surprendre les autres, c'est de surprendre
soi-même. Donc, tant mieux que ça soit imprévu. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. La première chose, évidemment, c'est votre sens de l'observation, c'est votre capacité à regarder ce qui se passe. Et puis ensuite, à formuler les choses le plus clairement possible, même si c'est après avoir bossé. Il n'y a pas de règle. Ce qui compte, c'est que vous le fassiez. Ça, c'est super parce que c'est vrai que souvent, on n'ose pas se lancer, on se dit, ah, mais je l'ai pas encore, mon message, c'est pas hyper clair, je sais pas très bien, c'est quoi le plus important, etc. Donc ça, c'est super de le dire. C'est qu'on peut démarrer avec déjà quelque chose. Stephen King le dit lui aussi. Ouais. Si vous avez peur de la page blanche, c'est que la page est trop blanche. Il faut la salir. Et il faut écrire dessus, il faut faire des listes, il faut écrire en style télégraphique, il faut faire un petit dessin tout pourri dans un coin, ça peut être un gribouillis, juste un truc. Il faut salir les trucs. En fait, en gros, il n'y a pas d'écriture, il n'y a que de la réécriture. Il n'y a pas de dessin, il n'y a que du travail sur le dessin. En fait, tout est de toute façon, il faut commencer. Le pire, c'est d'attendre que ça vienne. Donc, quitte à écrire de la merde, écrivez de la merde et retravaillez là. Et excusez-moi pour le gros mot. Et retravaillez là. Et c'est ça qui va vous permettre. Il faut réaffiner en fait. C'est Nicolas Mathieu, l'écrivain qui a eu le Goncourt il y a 4 ans, qui dit il déteste l'écriture. Ce qu'il aime lui, c'est réécrire. Et ce qui compte, et il fait comme Stephen King d'ailleurs, il lui a volé cette technique-là, c'est-à-dire que tous les jours, il se force à écrire 1000 mots. 1000 mots, et ça lui permet le lendemain, le surlendemain ou la semaine d'après d'avoir une matière à travailler. Parce que si vous n'avez rien, c'est le drame des beaux carnets, c'est-à-dire qu'on les salit jamais parce que c'est jamais la bonne illustration, c'est jamais le bon texte, c'est jamais le bon truc, donc on n'y touche jamais au machin, et pour finir, il pourrit dans votre bibliothèque. Salissez-le, et puis vous en achèterez un autre pour faire joli, il n'y a pas de... C'est top. Et ben alors, erreur numéro 3, tu sous-estimes l'importance de ton territoire d'évocation. Alors. Donc déjà, explique-nous ce que c'est le territoire d'évocation, parce que je pense qu'il y a des personnes qui savent pas. Je me suis amusé à faire ça parce que, comme tu m'as demandé quelles étaient les 5 erreurs à ne pas commettre aussi quand on était créatif et qu'on voulait faire du storytelling, le territoire d'évocation, c'est un truc qui date, c'est aussi vieux que la publicité, mais c'est quelque chose qui date dans les années 80, dans les années 90, il y a une ère de la publicité où c'était la grande mode de tracer des territoires d'évocation, c'est-à-dire qu'on faisait des grands spots de pub avec des ambiances, en fait. Si pour les auditrices et les auditeurs, c'est avant tout les pubs pour les parfums, les pubs pour les voitures de luxe, ce genre de choses, c'est-à-dire que on sait pas trop ce qu'on nous vend, mais on nous vend une ambiance, on nous vend Johnny Depp en train de creuser un trou dans le sable, on sait pas trop pourquoi ils le font, mais en tous les cas, c'est un territoire et c'est censé être quelque chose qui va faire plus appel, soi-disant, à notre émotionnel que réellement à notre rationnel. Bon, ça, on va le prendre avec beaucoup de limites. J'ai un avis là-dessus, on n'a pas le temps d'en parler là, mais c'est pas grave. Si vous voulez regarder un champion du territoire d'évocation, regardez les créations d'un grand directeur artistique français, il n'y en a pas beaucoup, donc lui je peux le citer, c'est Jean-Paul Goude, qui dans les années 80-90 a créé des spots incroyables pour Kodak, pour tout un tas de marques comme ça, pour Chanel, il a fait des trucs de dingue, et en fait c'est un champion du territoire d'évocation. Donc voilà, bon bref, ça c'est pour la parenthèse un peu culturelle sur le marketing et la communication publicitaire. Ensuite, ce que je veux dire, surtout ne pas perdre son territoire, ce que je veux dire c'est que ce qu'il faut aller chercher avant tout, et c'est ce que nous aide à faire le storytelling, c'est à trouver de la cohérence dans ce qu'on est en train de raconter. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer l'importance d'un univers qu'on est capable de déployer. Donc, que ça soit à travers juste d'une présentation ou sur son propre site internet ou dans son expression, en tous les cas, il faut être très 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 rigoureux avec cette idée de, même si on ne choisit qu'une seule couleur ou 2 couleurs, ça peut suffire simplement à créer son territoire. En tous les cas, quand vous choisissez une typo, choisissez-la bien parce que l'idée, c'est qu'elle vous suive pendant quelques semaines, quelques mois, et c'est elle qui va planter votre décor en fait. Donc en gros, ce qu'on cherche quand on raconte une histoire, avant tout, c'est à créer un univers cohérent. Et vous, c'est ce qu'il faut que vous cherchiez à faire aussi. Et c'est ce que je t'expliquais très rapidement en préparation de tout ça. Par exemple, moi, quand je cherche des images sur une banque d'images pour préparer mes présentations, je cherche pas une seule illustration en fait, jamais. Je cherche une illustratrice ou un illustrateur. Je cherche quelqu'un qui, en effet, va avoir un trait, il va illustrer ce que j'ai envie qu'il illustre, mais je vais surtout voir comment il va pouvoir vivre pendant tout le long de la présentation, et parce que c'est souvent le drame, et c'est à ça souvent qu'on reconnaît les non-professionnels des professionnels. C'est-à-dire qu'ils vont pas être cohérents du début à la fin. Tout ça, c'est des outils, si on les met bout à bout, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on choisit ensemble quel est le message essentiel que l'on veut transmettre, on essaie de créer un univers autour de tout ça, ça peut être juste à travers une couleur, 2 couleurs, ça peut être une typo, ça peut être juste un visuel, ça peut être un truc très floral, un motif qu'on va retrouver, ou quelque chose d'un peu abstrait, on s'en fout. Et puis après, derrière, on essaie de déployer ça le plus souvent possible et le mieux possible avec le plus de cohérence possible. C'est pour ça que c'est super dur à faire. Mais c'est un travail de direction artistique pur et dur. C'est trouver de la cohérence. Donc c'est pour ça, quand je parle de territoire et de territoire d'évocation, bon, c'était un peu pour la blague, mais un territoire, trouvez votre territoire de marque.
trouver la façon dont l'endroit où vous allez si par exemple, je pense alors je sais pas du tout ce qu'elle fait, l'artiste que tu as rencontré et qui fait des tableaux, si son travail est plein de couleurs différentes et j'imagine qu'elle s'adapte à chacun de ses clients, donc du coup forcément elle a des tableaux qui sont différents des uns des autres. Pour les présenter, il faut qu'elle trouve un système qui soit suffisamment cohérent, qui soit suffisamment neutre et en même temps avec un peu de personnalité pour pouvoir mettre tout ça en musique. Et ça, c'est super dur à faire. Parce que est-ce qu'on prend un gris neutre, est-ce qu'on prend quelque chose, est-ce qu'on a vraiment on laisse une page blanche quasiment, ou au contraire, est-ce qu'on met encore plus de couleurs sur la couleur? C'est super dur à faire, c'est des choix qui vous appartiennent, mais en tous les cas, quand vous avez fait un choix, vous vous y tenez jusqu'à la fois suivante où vous avez décidé que vous en pouviez plus du jaune et que vous voulez tout changer pour que ça soit d'une couleur différente. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Du coup, je comprends bien, c'est en fait de garder une cohérence, de pas changer toutes les 5 minutes parce qu'on a une nouvelle idée et d'avoir quelque chose du coup qui crée cette atmosphère et qu'on nous reconnaît en ayant gardé ça sur un temps un petit peu long et quitte à, comme on a dit tout à l'heure, on parlait aussi d'essais-erreurs, peut-être se dire mince, en fait, c'était pas le bon choix et donc après on part sur autre chose, mais de laisser quand même le temps de tester les choses et de créer quelque chose, créer un univers. Oui, et puis ça dépend à quelle étape vous êtes du lancement de votre activité aussi, hein. C'est-à-dire que évidemment, au début, en fait, on n'a pas envisagé tout ce qui pouvait nous arriver et tout ce qui pouvait se passer, et tout ce qu'on pouvait produire de différent. Donc forcément, on ne pense pas à tout et on s'aperçoit très vite qu'il y a des choses qui sont pas adaptées. Mais en effet, il y a rien de marqué dans le marbre non plus. C'est-à-dire que ça peut évoluer, mais ce qui compte, c'est que vous ayez cette rigueur-là. Que si vous voulez que ça raconte une histoire, déjà le meilleur moyen pour que ça le fasse, c'est que du début à la fin, on ait la même voix, on ait la même ambiance, on ait le même parfum, on ait la même saveur, la même note, hein, qui du début à la fin. Comme si, envisagez ça comme si vous étiez en train de faire un album, en fait. Alors un album, je sais pas si les jeunes disent ça maintenant, mais en tous les cas, vous êtes sur un projet musical, vous avez plein de chansons différentes, mais ce qu'il faut, c'est que cet album-là, il soit cohérent du début à la fin. C'est comme moi, un bon album, il a une couleur, en fait. Il a quelque chose qui s'en dégage. Bah ça, c'est ça qu'il faut essayer d'aller chercher au maximum, en sachant que ça peut évoluer, évidemment. Ok, top. Erreur numéro 4. Tu te crois utile. Alors ça, bon, ça rejoint un peu... Nous sommes des homo sapiens. Je pense que je t'apprends rien de nouveau. Et en tant qu'homo sapiens, en fait, notre plus grande force, mais c'est aussi notre plus grande malédiction, c'est qu'on cherche perpétuellement le sens des choses. Perpétuellement. C'est pas pour rien que on est capable de lire un horoscope et de se dire ah bah c'est moi, c'est exactement moi, alors qu'on a lu les Verseaux et qu'on est Gémeaux. Enfin bon, bref. Mais en tous les cas, on passe notre temps à lire, à lire justement les événements extérieurs, ce qui passe, et essayer de trouver du sens. Et en fait, ça, quand on parle de communication et quand on parle justement de business ou quand on parle d'entrepreneuriat, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, mais en même temps qui a fait beaucoup de mal. C'est un type qui s'appelle Simon Sinek, qui est un Américain, qui a sorti un bouquin et qui dit dans ce bouquin-là qu'il faut commencer par le pourquoi. Et donc commencer par le pourquoi, c'est super bien. Ça veut dire qu'on se pose la question de quelle est la mission qu'on veut remplir et du sens qu'on veut donner à notre activité. À part que le pourquoi tout seul, il sert à rien en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui se concentrent sur le pourquoi et puis derrière, c'est un peu vide. Moi, ce que je vous invite à faire déjà dans un premier temps, c'est vous concentrer sur le what et le how. C'est-à-dire vous dire, OK, qu'est-ce que je fais et comment je le fais dans un premier temps. Le pourquoi vous allez le construire, on a le temps de le construire. Même vos clients, ils vont le construire à votre place des fois. Donc, pas de souci là-dessus. Commencez par vous dire, OK, qu'est-ce que je fais et comment je le fais. Et déjà, ça, c'est une bonne histoire à raconter. C'est une bonne histoire à raconter du comment je le fais, le processus d'élaboration, comment je crée mes projets, comment je travaille, qu'est-ce qui m'inspire. Ça déjà, c'est une bonne base pour commencer. Et le what, évidemment, c'est qu'est-ce que je propose. Donc, du coup, qu'est-ce que je propose sur un marché donné et puis qu'est-ce que je propose différemment des autres propositions. Ça, déjà, concentrez-vous là-dessus. Concentrez-vous là-dessus. Et c'est pour ça aussi, ça rejoint aussi mon premier conseil de une histoire, c'est pas son histoire. On s'en bat les steaks du why, en fait. Si le produit est beau, si on a envie de l'utiliser, si on a envie de l'acheter, ça suffit en soi. Après, tout ça, c'est de la réaffirmation, c'est de la réassurance. De dire qu'en plus, la personne qui a fait ça, elle est engagée à ce niveau-là, qu'elle travaille justement pour tel truc, qu'elle a cette philosophie, d'accord. Du coup, ça vient affirmer un truc. Mais si on commence par là, c'est mauvais signe. Il vaut mieux commencer par la proposition et ensuite le modus operandi et la façon dont on le fait. Et ça aussi, là, je m'adresse plus à celles et ceux qui sont des designers et des designeuses et qui travaillent pour des clientes ou des clients. Et ça aussi, c'est super important. Au moment où vous travaillez sur votre brief, où vous travaillez en début d'élaboration, revenez toujours à ce que votre client fait au départ.
quel service il rend. Mm. Et je te jure, Carole, c'est super dur à faire. C'est super dur à faire parce qu'on peut pas s'empêcher de mettre du sens, en fait. Et puis en plus, le client passe son temps à nous donner du sens. Il faut bien comprendre que bien souvent, on s'adresse à des industries qui sont dans le tertiaire, donc on est dans des industries où les gens sont payés pour être intelligents, en fait. Donc ils pensent ils pensent pas, ils sont payés pour, donc c'est normal, c'est comme ça, mais ils sont obligés d'être intelligents. Donc, ils sont obligés de trouver des concepts, ils sont obligés de trouver des significations, ils sont obligés de trouver des raisons, des chiffres, des choses comme ça. À part qu'il y a un moment où il faut se demander, mais qu'est-ce que vous faites en fait réellement? Quel est le bénéfice à utiliser votre produit? Comment vous le faites? Qu'est-ce que c'est exactement ce que vous vendez? Ensuite, on va mettre du sens. Ok. Mais vous, quand vous êtes designer et designeuse et que vous devez travailler pour des gens comme ça, commencez exactement comme tu l'as dit, par le bas de la pyramide de Maslow. Vous commencez par ce qu'il y a de... C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui permet de survivre? Quelle est l'utilité concrète immédiate du produit qui est proposé? Et je te promets que c'est dur. Je te promets que c'est difficile. Mais forcez-vous à le faire. Ouais, ok. Et ben c'est top parce que ça revient à remettre des choses qui sont maintenant qu'on entend partout. Et en plus, je pense en effet qu'ils font du mal parce que il y a de plus en plus de personnes, moi autour de moi, qui me disent il y en a ras-le-bol du bullshit. Des gens qui arrivent avec leurs grands concepts. Je suis féministe, je suis écolo, je suis truc. Et puis en fait, dans les faits, quand on regarde ce qu'ils font, ils sont ni l'un ni l'autre. Et donc on n'y croit plus. Exactement. Donc de revenir à à ce qu'on fait et après aller vers le why. Je trouve ça super. Je cite souvent, tu voulais des exemples, je cite souvent en exemple emblématique. Alors attention, tout ce que je dis, en plus, un exemple chasse l'autre. Donc c'est vrai aujourd'hui, ce sera peut-être plus vrai demain. Donc voilà, il faut prendre ça avec beaucoup de réserve. Patagonia, la façon dont on communique et dont travaille Patagonia depuis plusieurs années maintenant, puisqu'ils existent depuis les années 70, bon, c'est un bon exemple à suivre, quelle que soit notre activité en fait. Pourquoi? Parce que eux justement, avant d'être concentrés sur le why, même si le why a une importance fondamentale pour Patagonia, parce que maintenant c'est presque devenu une ONG en fait. Enfin, j'exagère à peine, mais ils sont dans un combat qui est très politique. Donc le sens qui est dans tout ça est très important. Mais au cœur de Patagonia, il y a quand même un produit. Il y a des produits et des produits d'une excellente facture, d'une excellente qualité, qui sont fabriqués qui avec des filets de pêche, qui en recyclant tel ou tel truc, qui respectent tel ou tel truc. Alors c'est des produits très très chers, mais en tous les cas dans la fabrication, dans ce qu'ils nous disent en termes, enfin tout est aligné en fait. Et je dis pas que tout le monde doit se transformer en Patagonia, c'est pas ce que je suis en train de raconter. Mais c'est un bon exemple de comment on peut faire du storytelling, comment on peut travailler justement par rapport à ses clients, être justement dans tout sauf dans le bullshit et d'être aligné avec ce qu'on propose. Donc ça, c'est un bon exemple. Je trouve. Ouais. Après, encore une fois, si ça se trouve, dans 3 semaines, on va apprendre un truc incroyable et ce sera plus d'actualité. De ce que j'en vois aujourd'hui, c'est un très bon exemple. Et pour terminer, justement, erreur numéro 5, tu rates la fin du film. Ah oui. Alors là, c'est plus sur alors tu rates la fin du film. C'est plus, j'ai écrit ça hier soir dans le train, je rentrais, j'avais animé, donc voilà. Faudra m'excuser pour ce truc-là. Là, je pense plus à des présentations que vous êtes capable de faire, à des pitchs, ou quand vous vous présentez devant des gens, vous expliquez un truc. En gros, ce qui se passe, c'est que bien souvent, on se concentre. Alors, si on essaie déjà de faire les choses bien, on se concentre un peu plus sur l'accroche, c'est-à-dire sur le début de notre présentation, évidemment sur ce qu'on veut présenter, et puis 9 présentations sur 10 se terminent par un voilà, quoi. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et c'est terminé. À part que, comme je te le disais il y a quelques minutes, une bonne présentation, une bonne accroche de présentation invite votre public à venir dîner avec vous, et une bonne chute les invite à venir danser avec vous. C'est-à-dire que la chute, elle doit les amener à vous accompagner, en fait, et à accepter que vous les accompagnez aussi. Donc, c'est un passage à l'action, c'est un moment un peu particulier. Et surtout, que ce soit pour vos pitchs, vos présentations, il faut vraiment que vous pensiez à un début, un milieu, une fin. Il faut que vous pensiez à une petite capsule dans son entièreté. Et c'est là aussi où vous allez planter un univers, en fait. Ouais. Vous allez pouvoir le dérouler dès le début, dès les premières phrases, et puis le dérouler tout le long jusqu'à la conclusion. Et surtout, ne sous-estimez pas la conclusion. C'est pas forcément une blague, c'est pas forcément un truc à la con. C'est tout simplement montrer que vous avez réfléchi à une fin et que en soi, vous avez pensé votre truc jusqu'au bout. Et surtout, c'est aussi un moyen de prouver que vous n'avez pas voulu fuir cette présentation, que vous assumez simplement ce que vous êtes en train de faire. Même si vous êtes extrêmement timide, même si vous avez peur de parler en public, le simple fait de montrer que vous avez une fin, ça veut dire que vous allez jusqu'au bout de votre truc. Et enfin, c'est génial d'avoir une fin. C'est génial d'avoir une fin parce que bien souvent, quand on commence à préparer ses présentations, que ça soit pour aller voir un prospect, que pour présenter un projet, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par la fin. C'est-à-dire que ce que je vous conseille de faire, c'est de vous poser la question de qu'est-ce que j'attends à la fin de la part de mon client ou de mon public. Est-ce que je veux qu'il me signe mon devis? Est-ce que je veux qu'il choisisse une proposition? Est-ce que je veux qu'il me fasse un feedback? Est-ce que je veux qu'il me rappelle? Enfin, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il sache? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, en fait? Vous vous posez cette question-là dès le début de votre réflexion,
et vous essayez de réfléchir à comment vous pouvez terminer, du coup, pour l'engager à faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous remontez à l'envers et vous travaillez sur la scénarisation de votre proposition et vous essayez de vous dire, tiens, je vais lui présenter cette proposition-là et puis je vais lui faire machin. Et puis ensuite, vous pouvez attaquer le début et vous pouvez vous dire, du coup, je vais titrer là-dessus parce que je vais finir là-dessus. Donc, je peux titrer en disant, c'est un rendez-vous que je prends avec vous aujourd'hui. Hop, on commence notre présentation comme ça. On fait notre petite présentation et puis on termine. Je vous ai dit que c'était un rendez-vous. Maintenant, j'aimerais bien qu'on prenne une date et qu'on voit quand est-ce qu'on se revoit pour valider ou je sais pas quoi. Bon, là, j'invente ça comme ça, mais en gros, voilà, il faut vraiment le posséder. Et en fait, c'est rigolo parce que je m'aperçois que ces 5 erreurs que j'ai écrites hier soir dans le train, c'est extrêmement cohérent dans ce que, si on reprend tout le fil du truc, c'est se poser la question de sa propre utilité et de comment on va être utile pour notre client. C'est de se dire quelle est la morale de l'histoire, quel est le message que je veux lui transmettre. C'est de se dire, ok, pendant tout le long où je lui parlais, où je lui racontais une histoire, il faut que ça soit cohérent du début à la fin. Et puis la fin, c'est exactement ce que je veux obtenir ou ce que je veux lui apporter. Donc comment je fais pour lui signifier. Ouais, du coup, on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à. C'est ça. Alors, si je peux me permettre une petite assertion comme ça, encore une fois, Carole, dis très rapidement, mais tout ça, c'est très compliqué à faire. C'est très difficile à faire. Et c'est très difficile et ça peut être flippant à faire aussi. Parce que on peut lire des dizaines de livres sur le sujet, on peut aller voir plein de choses et de se dire ouais c'est génial, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et puis quand vous vous retrouvez face à votre feuille et que vous vous dites mais par où je commence, comment je fais, c'est super dur. Moi ce que je vous invite à faire, outre le fait de lire mes livres, c'est déjà de commencer par ce qui vous parle. Ce qui vous semble accessible, ce que vous avez envie de développer. Est-ce que c'est choisir une couleur juste pour accompagner vos créations? C'est peut-être juste ça, votre couleur fétiche. Ça peut être juste ça, commencer à raconter une histoire. Et puis on le sait tous les deux, il y a une symbolique des couleurs. Donc derrière, il y a des histoires à raconter par rapport à tout ça. Déjà, rien que ça, c'est un truc énorme. Ou choisir une typo, ou choisir juste une ambiance. Donc commencez par ce qui vous parle. Dans tout ce que j'ai dit là, ou ailleurs, on s'en fiche. Mais en tous les cas, on sous-estime l'importance de l'envie dans ce genre de métier. Parce qu'on a tendance à vouloir tout rationaliser. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est essentiellement écouter votre envie dans un premier temps. Et voir, ok, vers où je veux aller, vers quoi je veux travailler, comment je m'aligne par rapport à ça. Et déjà, c'est un super début. Et vous y allez tout doucement, millimètre par millimètre. C'est pas la peine de se dire, je vais commencer directement avec un site qui va tout prendre, et puis je vais faire un podcast et machin et tout, et ça va être juste génial, et ça va être un truc énorme, parce que ça, vous n'allez jamais le faire. Mais simplement vous dire, ma carte de visite, quelle histoire elle raconte, ou mon site internet, quelle histoire il raconte, commencez par l'accessible, commencez par ce qui vous touche. C'est top parce que je pense qu'en effet c'est quelque chose qui fait très peur où on part un peu dans tous les sens assez vite et donc du coup c'est bien que tu rappelles ça pour recentrer, dédramatiser et puis avancer petit pas par petit pas et puis en fonction de là où on en est aussi dans son entreprise. Exactement. Pas hésiter à faire des allers-retours en fonction de l'évolution. En plus quand on est créatif aussi on évolue dans le type de création qu'on peut faire. Évidemment. Donc c'est des allers-retours permanents entre ce qu'on a mis en place et puis l'évolution qu'on est en train d'avoir. Donc c'est super de rappeler que ça peut aussi être fait, même s'il y a déjà quelque chose qui a été fait, s'il y a des changements à faire, ils peuvent aussi être faits de manière progressive. Donc c'est bien de rappeler tout ça pour rassurer un petit peu tout le monde. Bien sûr. Bien sûr. Et autre chose, dernier conseil, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas peur, c'est pas bon signe. C'est que vous vous en foutez, en fait, de ce que vous êtes en train de faire. Donc, en général, si on a peur, c'est un bon indicateur. Il faut apprendre à travailler avec cette peur, pas essayer de la dompter, plutôt essayer de l'apprivoiser et de se dire qu'elle est avec nous, qu'elle nous accompagne et qu'elle est juste là pour nous dire « Ok, t'es sur la bonne voie ». C'est comme ça que ça avance. Alors, encore une fois, ça c'est très facile. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Je continue à vivre avec la peur, je donne beaucoup de conseils, c'est pas pour ça que je traverse pas les mêmes épreuves que tous les autres, et ça fait partie du job en fait, ça fait partie du job d'avoir de l'appréhension et de se dire oh là, je suis en train de me tromper, on s'en fout, enfin en vrai ça avance quoi, ce qui compte c'est d'avancer millimètre par millimètre, l'important c'est pas qui vous êtes en ce moment, c'est qui vous êtes en train de devenir, donc c'est ça qui est important, et voilà, et c'est vers ça qu'il faut que vous alliez. Bah écoute, on arrive au bout. Alors du coup, ça me paraît un très très beau mot de la fin, d'aller vers celui vers qui on tend. Donc je trouve ça très très bien pour pouvoir conclure ce podcast. Je te remercie beaucoup pour tous ces conseils. Merci à toi. À partir des erreurs, surtout que c'est des conseils qu'on n'entend pas si souvent que ça. Donc je pense que ça va bien aider les créatifs qui bloquent. Donc merci beaucoup. J'espère. Merci beaucoup Carole. Merci. Et puis donc on se revoit bientôt justement pour parler créativité. Donc ça va être encore un vaste sujet. Tout à fait. Avec grand plaisir. Donc merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et tous les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre.
Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créatives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!